Bonjour à tous, bienvenue pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les titres de l'actualité. Un atelier de formation pour le renforcement des capacités des points focaux genre qui ont été organisés au Kempinski Palace Hotel. Également dans l'actualité, plus de 50 Palestiniens tués lors de frappes autour d'un hôpital et d'un camp de réfugiés, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. La commission des finances de l'économie générale et du plan a suivi donc ses travaux ce dimanche en se concentrant sur la partie relative aux dépenses de l'État. La séance présidée par l'honorable Sharmake Moussa Arré, président de la commission des finances, s'est tenue en présence de M. Ismaël Ibrahim Roblé, ministre du budget, accompagné de son secrétaire général et de ses principaux collaborateurs. Au cours des travaux, la commission a également auditionné M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement. Celui-ci était accompagné du chef d'état-major de la Défense, le général Taher Ali Mohamed, ainsi que ses proches collaborateurs. La deuxième partie de la séance a été consacrée à l'audition de M. Mohamed Ahmed Awali, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, accompagné du directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti. Au terme de ces délibérations, la commission des finances de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur le projet étudié et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en début de journal, un atelier de formation sur le renforcement des capacités des points focaux genre. Sous l'égide de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Asman Adan, ainsi que du représentant non résident de l'ONU Femmes à Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Femme de la Famille, a lancé ce matin au Kempinski Palace Hotel un atelier de formation de 3 jours sur le renforcement des capacités en matière d'intégration du genre dans le développement. Objectif de cet atelier étant la formation et le renforcement des capacités des points focaux dans la compréhension des concepts et principes ainsi que des approches méthodologiques pour explorer les solutions adaptées au contexte de Djibouti. On dit en anglais tout le temps. Comment est-ce qu'on va assurer qu'on va intégrer les genres dans tout ça que nous faisons? Il y a un risque aussi avec nous, avec les Nations Unies et dans toutes les politiques en général. Il y a beaucoup de temps qu'on dit tous qu'on nous sommes en train d'intégrer les genres. On fait le dessin de notre programme et au fin, on met l'avant un paragraphe qui dit aussi on va prioriser les femmes, bla bla bla, et comme ça on dit déjà tic de box qu'on a intégré les genres. Et c'est beaucoup plus que ça. Promouvoir les droits des femmes dans toutes les activités que nous faisons, à faire attention avec quels sont les besoins des femmes différents peut-être des besoins des hommes. C'est toujours un exercice plus compliqué que simplement ajouter la phrase au fin du document à dire et on va prioriser les femmes et les enfants, etc. Donc, je vous anime vraiment à faire attention. Je crois que Djibouti c'est un bon exemple dans les pays du compte de l'Afrique, dans l'Europe arabe, de la présence des femmes et des droits des femmes. Mais il ne faut pas dormir. Comme dit toujours, on n'a pas arrivé encore à la parité et encore on a beaucoup d'avances qu'on doit faire. Et en prenant la parole à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Asman Aden, a demandé aux participants de cet atelier d'unir leur savoir-faire et expertise pour l'intégration genre dans le développement. Voici un extrait de son intervention. Je suis d'autant plus ravie que l'objet de votre atelier rencontre largement la préoccupation de mon département de pouvoir compter sur des compétences professionnelles pour mener à bien nos politiques, programmes et projets. Comme vous le savez tous, l'égalité face aux droits
constitue un droit fondamental inscrit dans les objectifs de développement durable. L'événement d'aujourd'hui marque une étape pertinente dans notre engagement collectif en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Cependant, malgré les progrès réalisés, l'intégration du genre reste encore un défi majeur pour notre pays où les inégalités persistent dans de nombreux domaines de la vie, limitant les opportunités et le potentiel de milliers de femmes. Mesdames et messieurs, en tant que point focal, vous êtes en première ligne du combat pour une société égalitaire que nous menons. Votre rôle est essentiel pour garantir les égalités face aux droits et que ces égalités soient au cœur de nos actions. Je tiens à saluer votre engagement et votre détermination malgré l'incompréhension de votre rôle que vous percevez de temps à autre, les sentiments de solitude que vous pouvez ressentir et les pesanteurs administratives que vous êtes souvent dans l'obligation de lever. Il importe enfin d'adopter des approches proactives, car avec l'accélération des progrès technologiques, les changements démographiques et sociaux deviennent plus rapides et donc plus réfractaires à nos cadres de réflexion et d'approche traditionnelles. Mesdames et messieurs, l'intégration de la dimension genre dans tous les aspects de la réponse humanitaire, de la collecte des données à la distribution de l'aide, le renforcement des mécanismes de protection des femmes et des filles, en mettant notamment en place des espaces sûrs et en renforçant les systèmes de justice et le soutien des organisations des femmes dans les régions, en leur donnant les moyens d'intervenir dans les réponses humanitaires, sont d'autant d'objectifs sur lesquels l'État travaille avec abnégation. Nous attendons de vous de mettre votre savoir-faire et votre expertise pour appuyer ce sillon de progrès en y apportant votre propre appui et en incitant vos collègues et votre environnement humain à s'y engager pleinement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, ont organisé ce matin au Sheraton Hotel l'ouverture d'un atelier de formation sur la mise en œuvre du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris sur le climat. Et ce, dans le renforcement des capacités des participants sur les exigences en matière de transparence dédiées à l'accord de Paris. Dans la foulée de la cérémonie d'ouverture, M. Idriss Ismail, directeur de l'environnement, a présenté les objectifs de cet important atelier visant à renforcer les capacités techniques du comité directeur national sur le changement climatique. Ce rapport vise à répondre aux exigences du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris et fournit les informations sur l'inventaire national, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résilience des CDN, les impacts du changement climatique et leur adaptation. Et de l'évaluation de nos contributions nationales déterminées, qui constituent donc un pilier important de l'engagement de différents pays et Djibouti a bien entendu mis à jour sa CDN qui traduit donc l'engagement concret que le pays veut prendre dans le cadre du changement climatique. Donc cet atelier qui vise donc au renforcement de nos capacités d'adaptation et de résilience est un atelier important puisque nous savons tous que l'accord que tous les pays et l'engagement que tous les pays ont adopté en 2015 incarne donc un espoir et une détermination de l'ensemble des pays à agir de façon plus ambitieuse à la menace globale de notre époque qui est le changement climatique. Pour Djibouti, nous savons, nous sommes un pays très vulnérable au changement climatique, mais également on fait face à des écosystèmes très fragiles. Et malgré cette situation, nous avons une ambition en tant que pays, une ambition, celle de renforcer la résilience des populations qui subit au quotidien donc les impacts du réchauffement climatique, notamment des sécheresses, des inondations, des vagues de chaleur qui sont de plus en plus longues. Et autre intervention que je vous propose de suivre, c'est celle du secrétaire général du ministère de l'Environnement, dans lequel il a donc indiqué que l'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités des experts nationaux en matière de mise en œuvre du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris. De rappeler que la stratégie de Djibouti
que la République de Djibouti a ratifié l'accord de Paris sur le climat et cet accord nous fait l'obligation de présenter la contribution déterminée au niveau national et le rapport biannuel de transparence, ainsi que la stratégie à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre. L'accord de Paris a marqué un tournant dans le domaine du changement climatique en introduisant le cadre de transparence renforcé au titre de l'article 13 visant à instaurer une confiance mutuelle et une coopération solide entre les pays ainsi qu'à promouvoir une mise en œuvre efficace de l'accord de Paris. La transparence climatique constitue le pilier dorsal de l'accord de Paris et elle est essentielle pour atteindre une action climatique et une solution efficace, en particulier la mise en œuvre efficace des contributions déterminées nationales et le renforcement au fil du temps afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. La transparence permet d'assurer la responsabilité et une conversation mondiale sur le progrès réalisé par les pays et sur la manière dont les actions génèrent des impacts. Lorsque toutes les pièces sont rassemblées, la transparence permet également à la communauté mondiale de voir si les efforts produisent les effets prévus. Il me plaît aussi de souligner que l'année 2024 revêt une importance primordiale en termes de rapports climatiques et de préparation des rapports binationaux de transparence. Vendredi, le navire chinois Arche de Paix, un hôpital flottant dédié aux soins médicaux gratuits pour la population djiboutienne, a reçu un accueil chaleureux qui lui a été rendu par le sous-chef d'état-major de la Défense, le colonel-major Mohamed Qayad Ghili. Par la suite, le chef d'état-major de la Défense, le général de brigade Taher Ali Mohamed, a reçu l'amiral du navire de l'hôtel des officiers. Cette rencontre a marqué une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la coopération humanitaire et médicale. Lors de cette rencontre, le général a exprimé sa gratitude pour cette initiative humanitaire d'envergure qui permet d'offrir une aide précieuse à la population de Djibouti. Il a souligné l'importance de cette coopération médicale, soulignant le soutien constant et l'engagement de la République populaire de Chine. De son côté, l'amiral a exprimé ses remerciements pour l'accueil qui lui a été réservé ainsi qu'à son équipage par les autorités djiboutiennes. Il a souligné que ce geste témoigne des relations étroites et de la coopération fraternelle entre la Chine et Djibouti, tout en réaffirmant la volonté de la Chine de contribuer à soutenir Djibouti dans ses efforts de développement, notamment dans le domaine de la santé. Suite à leur rencontre, le général de brigade Taher Ali Mohamed a visité le navire hôpital chinois Arche de Paix amarré à Djibouti. Au cours de cette visite, le général de brigade a pu découvrir les équipements médicaux spécialisés, les infrastructures dédiées à la prise en charge des soins de santé pour la population. L'amiral a également expliqué les dispositifs mis en place pour offrir des soins de qualité aux populations locales, en particulier dans les différents domaines de la santé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération humanitaire renforcée dont la Chine et Djibouti partagent visant à offrir des services de santé de haute qualité à la population locale. La visite a également permis de souligner l'engagement des deux pays à renforcer leur partenariat dans le domaine de la santé. Le navire, équipé d'infrastructures de pointe et dirigé par des professionnels de santé chinoises, a mis à disposition des consultations, des traitements chirurgicaux ainsi que des soins préventifs. Dans le reste de l'actualité, dans la journée du 7 décembre, la salle de réunion de la garde, de la Direction générale des gardes-côtes, a abrité une cérémonie de remise officielle de 2 patrouilleurs de 35 mètres chacun acquis par la garde-côte djiboutienne. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Waes Amar Bororé, commandant de la garde-côte, de M. Hashimoto, représentant des chantiers navals qui ont construit les 2 patrouilleurs, ainsi que de M. Soeda, consultant du projet pour la société
La cérémonie officielle de remise des 2 patrouilleurs fait suite à la livraison de ces derniers le 1er de ce mois à la réalisation des tests en mer pour vérifier l'état général des patrouilleurs. Les 2 patrouilleurs vont renforcer de manière significative la portée des missions de sécurité et de sûreté maritime pour la garde-côte djiboutienne dotée de dernières technologies de navigation et adaptée aux conditions maritimes locales. Une cérémonie de lancement du programme d'assistance humanitaire et nutritionnelle. C'était jeudi, une importante délégation composée du premier conseiller de l'ambassade du Japon à Djibouti, du chef de mission du PAM et son staff, des représentants du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et celui de la santé se sont rendus à Dikil. Et ce, afin de procéder au lancement du programme d'assistance nutritionnelle dans la région de Dikil. Cet événement marque le début d'une initiative visant à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables de la région. Alors arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdiroublé. Outre la délégation, les représentants à cette cérémonie, les autorités locales, dont le préfet adjoint Youssouf Ali, le secrétaire général du conseil régional, ainsi que les sages, les femmes de la communauté. Un vaste programme d'assistance est financé par l'ambassade du Japon à Djibouti et mis en œuvre par le programme alimentaire mondial, le PAM. Grâce à ce partenariat, plusieurs localités de la région de Dikil bénéficieront d'une assistance ciblée. Au total, plus de 5000 ménages de la région de Dikil bénéficieront de ce noble programme. Le programme s'étendra sur une période de 3 mois durant laquelle des vivres seront distribués aux bénéficiaires les plus vulnérables, suivis des biens de nutrition qui vont assurer pendant 5 mois pour garantir une amélioration durable de la santé nutritionnelle de la population concernée. Interventions, tout d'abord celle du représentant du PAM, suivie de celle du premier conseiller de l'ambassade du Japon. C'est pour nous un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce lancement symbolique de ce nouveau projet d'assistance alimentaire aux populations victimes de sécheresse et d'autres formes de crise. On peut se demander pourquoi cette localité. On pourrait faire la cérémonie à Djibouti, ou bien à Dikil, ville, ou bien à Ali Sabié. Mais on a trouvé mieux de venir à contact de ceux qui vont effectivement recevoir l'assistance, ceux qui vont effectivement bénéficier de ce financement, pour les écouter, échanger avec eux, mais aussi voir comment ce projet permet de leur apporter un peu de sourire. Comme on vient le voir nous tous, la localité est très différente de ce que nous voyons à Djibouti ou bien dans les autres milieux urbains. Voici une population qui fait de son mieux, mais compte tenu des défis de changement climatique, ils ont perdu tout leur bétail et aujourd'hui traversent des moments un peu difficiles. En raison des impacts du changement climatique, des conflits et de la flambée des paix, l'insécurité alimentaire s'est aggravée dans l'ensemble de la région de l'Afrique subsaharienne. Face à cette situation, le Japon a décidé en 2023 d'accorder une aide financière d'urgence à travers le PAM destinée à soutenir 15 pays africains dont Djibouti. Nous sommes ravis de voir qu'un soutien d'environ 1,6 million de dollars américains a été attribué dans le cadre de ce financement
pour aider les populations les plus vulnérables à Djibouti. Cette aide permettra d'approvisionner une assistance alimentaire à 1600 ménages bénéficiaires, ainsi qu'une assistance nutritionnelle aux 4000 enfants de moins de 5 ans et 2000 des femmes enceintes allaitantes souffrant de malnutrition aiguë dans les 5 régions. Et en prenant la parole à cette occasion, le représentant du ministère des Affaires sociales et des Solidarités n'a pas manqué de rappeler l'impact significatif de ce programme sur la vie des bénéficiaires et contribuera à renforcer la résilience de la population de la région de Dikil. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici dans la région de Dikil et particulièrement dans la localité de Taou'ou pour procéder avec 2 partenaires stratégiques, à savoir le PAM et le gouvernement du Japon, représenté ici par le premier conseiller, pour procéder au lancement du projet alimentaire et nutritionnel destiné aux communautés impactées par les chocs. Comme vous le savez, la République de Djibouti et la région en général a été impactée par les sécheresses récurrentes ces dernières années et ce projet arrive à point nommé. Comme vous le savez, le ministère des Affaires sociales est chargé de la politique sociale du gouvernement et il a pour mission première la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité. Et ce geste vraiment de solidarité émanant du gouvernement japonais et du peuple japonais est le bienvenu. Merci beaucoup et nous témoignons notre profonde gratitude à l'égard de ce pays qu'est le Japon qui a toujours été à nos côtés dans le cadre de la sécurité alimentaire. Une délégation du ministère de la Jeunesse et de la Culture s'est rendue à Hayou dans la région de Bok pour un atelier sur la présentation du projet portant sur le statut de l'artiste, suivi d'un volet sur la collecte et la répertorialisation des patrimoines culturels immatériels de la région. Ces ateliers s'inscrivent dans les efforts du ministère de la Jeunesse et de la Culture à promouvoir et protéger les droits des artistes tout en contribuant à la valorisation du patrimoine culturel immatériel de la région. L'atelier s'est tenu dans la salle de réunion du conseil régional en présence des autorités locales, de la directrice de la culture, de la consultante du projet, des hauts cadres du ministère de la jeunesse et de la culture ainsi que des artistes de diverses catégories culturelles et des artistes de la région de Bok. De faire la revue finale du plan national de développement 2020 jusqu'à 2024 et nous avons déjà commencé par des ateliers au niveau central. Là, on a collecté des informations sur les impressions, les avis et surtout les propositions des différents acteurs du plan au niveau national. Monsieur le préfet a participé à ces ateliers et donc nous sommes là dans une région qui y a vraiment des responsables qui connaissent le développement, qui militent aussi pour le développement. Donc je rappelle que nous sommes ici pour vous écouter et rapporter un peu vos préoccupations, vos doléances, vos propositions pour améliorer le plan national, le 3e plan national de développement qui va démarrer en 2025. Et quant au préfet de la région, il n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cet atelier pour le statut de l'artiste dans la région. Je suis très heureux aujourd'hui car c'est rare qu'on vienne nous voir, qu'on vienne nous poser ces questions. Qu'est-ce qui nous intéresse? Quelles sont nos préoccupations? Et comment pouvons-nous développer notre région? Il sera question aujourd'hui du développement en général de la République de Djibouti, mais aussi du développement de notre région. C'est ça la question qui nous concerne aujourd'hui. Quelles sont nos préoccupations? Quels sont nos objectifs pour l'avenir dans notre région?
quels sont les obstacles et les contraintes qui sont devant nous. Et surtout, ce qui me rend vraiment heureux, c'est qu'aujourd'hui, donc tout ce que vous allez mettre sur le papier ici va participer à la prise de décision. Et c'est rare qu'on nous fasse participer à la prise de décision. C'est pour ça que je vous remercie donc, le ministère des Finances chargé de l'industrie et son équipe. Ces questions sont importantes. Cet atelier est très important. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de bien réfléchir et de bien participer. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de rester dans cet atelier et de travailler avec vous, car je suis déjà parti à Djibouti pour participer donc, au premier atelier qui a eu lieu donc, à Campeski. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'équipe ici avec nous à Obok. Que ce soit en termes d'éducation, en termes donc, de santé, en termes d'économie, économie verte et économie bleue. Ce sont les choses les plus importantes que nous avons ici à Obok. Et il ne faut pas oublier l'autonomisation des femmes. C'est un secteur très important, c'est un secteur porteur et il faut inclure les femmes. L'équipe du ministère de la promotion de la femme et de la famille est là aujourd'hui avec nous. Je déclare donc l'atelier ouvert. Merci. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite et de la contrebande, la douane de Tadjoura, en collaboration avec la gendarmerie, ont intercepté une quantité importante de khat pesant environ 800 kg. Cette saisie a eu lieu lors d'une opération de contrôle menée dans la région de Tadjoura, visant à contrer les réseaux de contrebande qui mettent en péril la sécurité de l'économie nationale. Le représentant de la douane de Tadjoura a déclaré, je le cite, « Cette saisie est un succès majeur de notre combat contre la contrebande du khat. Nous restons déterminés à poursuivre nos efforts en collaboration avec la gendarmerie et d'autres forces de sécurité pour protéger notre pays. » Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale à Gaza. Plus de 50 Palestiniens tués lors de frappes autour d'un hôpital et d'un camp de réfugiés. Explication. Israël concentre depuis 2 mois ses opérations militaires dans le nord de la bande de Gaza. Au milieu d'après-midi, le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, a fait état d'au moins 29 morts et plusieurs dizaines de blessés dans le nord de la bande de Gaza depuis l'aube, du fait des bombardements israéliens incessants, en particulier autour de l'hôpital Kamal Adwan, et des tirs de drones visant l'hôpital lui-même. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié d'extrêmement préoccupante la situation dans cet hôpital, l'un des rares encore opérationnels, particulièrement dans le nord du territoire palestinien dévasté par 14 mois de guerre. L'OMS a rapporté plusieurs attaques cette semaine sur l'hôpital Kamal Adwan, assurant que l'établissement de santé avait été la cible des tirs de drones à 8 reprises depuis jeudi et que les réseaux d'oxygène, d'air comprimé, d'eau de l'hôpital avaient été endommagés. Au moins 44 000 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans la campagne meurtrière d'Israël sur l'enclave assiégée, selon des données du ministère de la Santé jugées fiables par l'ONU. Toujours dans l'actualité internationale, la guerre dans la bande de Gaza a des répercussions catastrophiques sur les enfants selon les dernières estimations. Samatar Saïd nous en dit plus. Dans la bande de Gaza a été des répercussions catastrophiques sur les enfants, selon les dernières estimations du ministère palestinien de la Santé. Plus de 14 000 enfants ont été tués et des milliers d'autres ont été blessés. Il n'y a aucun endroit sur où aller. La quasi-totalité des enfants à Gaza ont été exposés au traumatisme de la guerre, avec pour conséquence des séquelles qui les marqueront à vie. On estime près de 9 personnes sur 10 de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. La moitié d'entre elles sont des enfants. Elles sont particulièrement à court d'eau, de nourriture et des médicaments. Leurs maisons ont été détruites, leurs familles déchirées. Un grand nombre d'enfants ont été déplacés à plusieurs reprises et ont perdu leur foyer. Leurs parents, des êtres qui leur sont chers, ils ont besoin d'être protégés, ainsi que les infrastructures restantes, dont au moins 64 attaques ciblant des écoles, soit près de 2 attaques par jour, ont été enregistrées dans la bande de Gaza le mois dernier, selon les dernières données de l'UNICEF et de ses partenaires. On referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.